Nous vivons à un rythme toujours plus trépidant. Chacun de nous essaie de tenir la cadence. Dans notre société, l'élément déterminant n'est plus notre force musculaire, mais notre tête. Notre capital, c'est notre cerveau. Face à une pression croissante, nombreux sont ceux qui cherchent à être plus performants. À un moment ou à un autre, les cadres supérieurs en arrivent toujours au point où ils se disent « il faut encore faire ci, régler ça, finir ça avant demain ». Comment faire pour rester performant sur la durée? De là à être tenté de prendre ce genre de produit, il n'y a qu'un pas. Avec les pilules de l'intelligence, allons-nous entrer dans le meilleur des mondes? De nouvelles études révèlent que la majorité d'entre nous serait prête à prendre des stimulants cérébraux si ceux-ci étaient en vente libre. Mais que deviendra notre société si nous nous mettons à doper notre cerveau? Est-ce que ça me gênerait qu'on invente une pilule qui permettrait d'éliminer les guerres? Ou des machines capables de guérir les maladies? Ou d'améliorer notre vie? Où est le problème? Est-il vrai que nous n'utilisons qu'un dixième des capacités de notre cerveau, comme on l'entend parfois dire? Dans leur laboratoire, les neuroscientifiques cherchent à identifier des leviers qui boostent nos neurones. La science est-elle en passe de découvrir les clés du super-cerveau? La mémoire et les fonctions cognitives sont des propriétés du cerveau qui sont hautement complexes et on ne comprend pas encore très bien comment cela fonctionne. Le cerveau est l'organe le plus compliqué du corps humain. Donc avant de pouvoir manipuler le cerveau, améliorer ses performances, il faut déjà comprendre comment le cerveau fonctionne. Certaines personnes ont une mémoire presque inimaginable, comme Johannes Malo. Il est capable de mémoriser à toute vitesse des listes de 1000 nombres ou l'ordre fortuit d'un jeu de cartes. Il est l'un de ces super-cerveaux que l'on appelle champion de mémoire. Johannes détient le record du monde dans la catégorie nombres. On peut associer les nombres à des images simples. Pour le 13, par exemple, qui est vu comme un nombre porte-bonheur, je peux penser à quelque chose comme un fer à cheval. Le 7, ça va être les 7 nains. Le 99, ça peut être les 99 ballons de la chanson 99 Luftballons de la chanteuse Nena. Pour le 24, je pense au Père Noël, qui vient le 24 décembre. Alors pour la séquence 99-24, je pense à un ballon qui s'envole avec le Père Noël. 99 le ballon, 24 le Père Noël. J'ai une image concrète que j'associe à chaque nombre entre 0 et 999. Le 512, c'est une lampe à souder. Le 327, ce sont des albums de BD. Le 519, c'est des spaghettis. Et le 212 est une antenne. Chaque nombre est associé à une image. Et ensuite, il suffit d'imaginer des histoires avec ces images. Le cerveau retient particulièrement bien les impressions visuelles. Plus une image est insolite, plus on s'en souvient longtemps. Johannes transforme donc les séries de chiffres en drôles d'histoires. Cette méthode ne lui permet pas seulement de retenir des nombres. En tout juste 30 secondes, il peut mémoriser une série de 52 cartes à jouer. Les champions de mémoire utilisent certaines zones de leur cerveau de manière extraordinairement efficace. Que peuvent-ils nous apprendre?
Je m'imagine toujours le cerveau comme un réseau géant dont les différents secteurs ont des missions différentes et interagissent les uns avec les autres. Ce réseau comprend d'innombrables nœuds de communication avec de grandes avenues, mais aussi des points où les neurones communiquent entre eux et échangent des signaux. On peut comparer notre cerveau à un paysage, avec des collines, des vallées, des agglomérations. Chaque zone a une fonction précise. Émotion, motricité, mémoire, tout a une place attitrée. Des centaines de milliards de cellules nerveuses ou neurones sont reliées entre elles et communiquent grâce à des impulsions électriques. Le cerveau est l'organe qui contrôle tout. Donc en quelque sorte, c'est le laboratoire du corps. À l'université de Zurich, la chercheuse Isabelle Mansuy étudie le cerveau des souris. Elle a découvert un gène impliqué dans la formation de la mémoire. Les souris transgéniques qu'elle élève en laboratoire semblent plus intelligentes que leurs congénères. Quelqu'un d'intelligent est quelqu'un qui va comprendre les choses très rapidement, qui va élaborer sur ces choses aussi de façon originale et qui va utiliser ses connaissances antérieures pour pouvoir construire de nouveaux modèles intellectuels ou de nouvelles réponses comportementales créatives. L'intelligence est un phénomène difficile à cerner. Aujourd'hui encore, elle n'est pas clairement définie. Jusqu'à présent, personne n'a jamais pu ni voir ni toucher l'intelligence. Mais on peut la mesurer. Pourquoi ? Parce qu'on s'est mis d'accord sur les performances intellectuelles qu'on allait considérer comme relevant de l'intelligence. La notion d'intelligence recouvre de multiples aspects. Langage, mémoire, capacité d'abstraction, raisonnement logico-mathématique, créativité et concentration. Alors on a conçu des tests qui mesurent chacune de ces compétences. On additionne les résultats et on obtient le fameux quotient intellectuel. Le jeu du memory montre l'efficacité de notre mémoire de travail. Celle-ci peut être comparée à un bloc-notes. Des impressions spatio-visuelles y sont stockées à court terme et sont rapidement accessibles. Après usage, les informations sont effacées. Quelques jours plus tard, le joueur aura oublié où se trouvaient les cartes. C'est pas nécessaire de se souvenir de tout ce que l'on fait, tout ce que l'on vit. On n'a pas besoin de se souvenir de quel petit déjeuner on a pris chaque jour pendant des mois. Donc on a besoin de mécanismes dans le cerveau qui permettent d'éliminer les informations qui ne sont pas nécessaires. Isabelle Mansuy étudie les bases génétiques de la mémoire pour mieux comprendre des maladies comme l'Alzheimer. Au cours de ses recherches, elle a identifié une protéine qui joue un rôle dans les mécanismes d'oubli. Avec son équipe, Isabelle Mansuy a modifié les gènes de ces souris pour empêcher leur cerveau de produire la protéine en question. La fonction effacement est alors désactivée. On met les souris transgéniques dans un mini-labyrinthe où elles doivent se rappeler l'emplacement d'un morceau de sucre. Une souris avec une meilleure capacité d'apprentissage va être capable d'apprendre beaucoup plus rapidement où se trouve la récompense, le morceau de sucre, et va s'en souvenir pendant beaucoup plus longtemps qu'une souris normale. Les souris âgées, comme les êtres humains, avec l'âge, ont une tendance à perdre leur faculté de mémoire. Et chez les souris chez lesquelles ces protéines négatives étaient éliminées, les performances de mémoire étaient largement améliorées. Les travaux sur les souris doivent aider à mettre au point des médicaments contre la démence. Ceci pourrait aussi être utilisé par des patients sains pour combattre une mémoire défaillante.
Pourtant, les chercheurs commencent tout juste à comprendre le fonctionnement de la mémoire. Quand on n'est pas spécialiste, on voit la mémoire comme quelque chose de très statique. Je pense toujours à une pierre tombale avec une inscription dessus. C'est la mémoire du défunt, immuable, gravée dans la pierre. Mais la structure de la mémoire humaine est sans doute radicalement différente de cette image. Si nous voulons nous souvenir longtemps de ce que nous vivons pendant la journée, nous devons transférer les informations dans notre mémoire à long terme. Quel rôle joue le sommeil dans la formation de la mémoire à long terme? Le sommeil profond, dépourvu de rêves et où le cerveau semble totalement inactif, est un moment crucial. Pendant le sommeil profond, les informations engrangées pendant la journée sont réactivées au niveau neuronal. Et cette réactivation va permettre de les transférer du stockage temporaire vers la mémoire à long terme, où elles vont immédiatement s'harmoniser à des souvenirs qui y sont déjà présents. Même pendant le sommeil, les neurones continuent de communiquer par impulsion électrique. Il est possible d'enregistrer cette communication sous la forme d'ondes électriques en plaçant des électrodes sur le cuir chevelu. Pendant le sommeil profond, ces ondes sont très lentes. Elles sont alors appelées ondes delta. Yann Born a découvert qu'elles fonctionnent un peu comme un métronome. Elles signalent à la mémoire à long terme qu'elle doit intégrer des contenus présents dans la mémoire à court terme. Le sommeil profond est primordial pour notre efficacité intellectuelle. On demande à des étudiants d'apprendre par cœur des listes de mots qui vont par paire. Que se passe-t-il dans leur tête s'ils le font juste avant de dormir? Les gens chez qui le sommeil profond est très intense ont aussi une bonne mémoire, une bonne capacité à retenir les choses longtemps. Les enfants ont un sommeil beaucoup plus profond, avec des ondes delta beaucoup plus amples. Et leur capacité de mémorisation à long terme est nettement plus élevée que chez les jeunes adultes, par exemple. Après 40 ans, le sommeil profond diminue considérablement, à la fois en durée et en profondeur. Cette diminution va de pair avec une perte de la capacité à mémoriser de nouveaux souvenirs sur le long terme. Pendant l'expérience, des électrodes placées sur la tête des sujets permettent de mesurer leur activité cérébrale. Dans la pièce voisine, l'expérimentatrice observe le sommeil des étudiants. Dès qu'ils entrent dans le sommeil profond, un appareil envoie de légers courants électriques au cerveau pour stimuler les ondes delta, si importantes pour la mémorisation. Quand l'étudiant se réveille, se souvient-il de toutes les associations de mots? Nous avons provoqué une sorte d'intensification du sommeil profond. Nous avons alors découvert que si on intensifiait le sommeil profond des étudiants à l'aide de stimulation électrique, après leur avoir fait apprendre du vocabulaire, ils le retenaient beaucoup mieux. Pierre. Planche. Chat. Prédisposition. Cercle. Après le sommeil de stimulation, certains d'entre eux connaissaient à la perfection les listes de mots. Devenir parfait, plus intelligent, plus rapide, plus concentré. Notre cerveau aura-t-il bientôt besoin d'aide extérieure pour pouvoir affronter des exigences toujours plus difficiles à satisfaire?
Bien sûr, il n'y a aucun mal à vouloir progresser et s'améliorer. Depuis que l'homme existe, il a toujours essayé de se surpasser. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation inédite. De nouvelles technologies permettent à l'individu de repousser ses limites autrement, et par des moyens accessibles à de larges franges de la population. Certaines substances sont facilement disponibles, bien plus que les techniques de stimulation, par exemple. Des médicaments permettant d'améliorer la concentration sont d'ores et déjà sur le marché. Ils étaient initialement destinés à traiter l'hyperactivité ou la narcolepsie, mais ils sont aussi efficaces sur des sujets sains. Parmi les psychostimulants, c'est-à-dire les substances capables d'améliorer les performances intellectuelles, il convient de distinguer celles qui sont en vente libre, comme le café, la caféine ou le ginkgo biloba, de celles qu'on ne peut obtenir que sur ordonnance ou qui sont illégales. Les psychostimulants les plus connus sont le modafinil et la ritaline. Aux États-Unis, il y a longtemps que ce sont des drogues à la mode. En Europe, ils ne sont vendus que sur ordonnance et leur délivrance est strictement contrôlée. Mais sur Internet, tout le monde peut en commander en toute illégalité. Les psychostimulants ont déclenché un débat de société sur le dopage du cerveau. Au demeurant, nous savons que chez les sujets sains, les psychostimulants ont des effets très variés et souvent surestimés. Le psychiatre Klaus Lieb s'intéresse au pouvoir des psychostimulants. Leurs effets sur les sujets sains sont encore peu étudiés. Il fait appel à des joueurs d'échecs de compétition pour tester 3 substances: l'amphétamine, classée comme stupéfiant, la ritaline et la caféine. Quels sont leurs effets sur les performances des joueurs? Et de quelle manière agissent-elles sur le cerveau? Dans le cerveau, la transmission des signaux entre les neurones passe par des zones de contact, les synapses. Des messagers chimiques, comme la dopamine, y assurent la transmission rapide des informations entre les neurones. C'est à ce niveau que les psychostimulants interviennent. Les stimulants comme les amphétamines ou le méthylphénidate, autrement dit la ritaline, agissent au niveau des synapses. Ils empêchent alors que certains neurotransmetteurs comme la noradrénaline ou la dopamine soient recapturés. Du coup, ces substances sont disponibles en plus grande quantité et peuvent donc produire des effets plus importants. Pour Klaus Lieb, les joueurs d'échecs de compétition sont des sujets idéaux, car leurs performances sont relativement stables et peuvent donc servir de référence. Les clubs d'échecs s'intéressent beaucoup aux résultats de l'étude. En tant que sport, les échecs sont soumis aux règles de l'Agence mondiale antidopage. Mais on n'a encore jamais prouvé qu'il était possible de doper un joueur d'échecs. Les échecs ne relèvent pas seulement de la performance cognitive, mais demandent aussi une grande créativité. Nous cherchons comment il est possible d'améliorer cette performance extrêmement complexe qu'est le jeu d'échecs.
Mon hypothèse est la suivante. Dans cette interaction complexe entre créativité et savoir, la prise de psychostimulants entraîne une telle perturbation qu'au lieu d'améliorer la performance, elle la diminue. C'est-à-dire qu'on observe une baisse des résultats. L'étude sur les joueurs d'échecs est en cours d'évaluation. Le résultat dépendra de l'influence des stimulants sur la créativité. Mais qu'est-ce que la créativité? Peut-on l'améliorer artificiellement? Un artiste ne peut pas vivre sans créativité. Mais celle-ci est difficile à cerner et l'inspiration ne se commande pas. Que se passe-t-il lors du processus de création artistique? Quand je peins, je me plonge complètement dans ce que je fais. Je réduis considérablement mes interactions avec mon entourage pour me concentrer sur ce que j'ai devant moi. Et tout autour, il y a un grand vide qui se crée. En fait, je réfléchis assez peu. J'ai lu quelque part que la créativité n'avait pas grand-chose à voir avec la réflexion. Je suis comme entraîné dans un flot de perception et de création. Et là, il se passe beaucoup de choses que je ne découvre qu'après coup. À la fin de la journée, c'est toujours un moment de bonheur quand je regarde ce que j'ai peint et que je me demande comment j'ai bien pu arriver à ça. D'où vient la créativité? La question intéresse aussi les neurosciences. Est-elle une composante de l'intelligence? Jusqu'à une époque récente, on la supposait trop complexe pour pouvoir être artificiellement améliorée. Mais un chercheur de Sydney se fait fort de prouver le contraire. Pour moi, la créativité consiste à prendre des idées dans des domaines apparemment sans aucun lien et à les combiner pour faire surgir quelque chose d'inédit. Une idée neuve qui nous fait voir le monde sous un jour nouveau. C'est ça la créativité. Je suis issu d'une famille créative. J'ai un frère sculpteur, prix de Rome, mon autre frère est peintre, prix Jackson Pollock, et moi je suis scientifique, bien que certains préfèrent me ranger dans une autre catégorie. Alan Snyder dirige son propre centre de recherche au sein de la prestigieuse université de Sydney. Ses thèses provocatrices sont loin de faire l'unanimité. Depuis 10 ans, il cherche à savoir s'il est possible de rendre le cerveau plus créatif grâce à des manipulations techniques. Nous regardons tous le monde à travers des filtres. On peut s'en rendre compte dans notre manière de dessiner, par exemple. Une personne normale ne dessine pas ce qu'elle voit, mais une caricature de ce qu'elle connaît. Quand vous voulez représenter un ballon, vous ne dessinez pas un ballon, vous tracez un cercle. Une personne normale et en bonne santé voit le monde à travers les filtres de ce qu'elle connaît. Si un médecin échographiste et un artiste peintre regardent un nuage, l'un y verra une vésicule biliaire et l'autre un visage grave et digne. Nous ne voyons pas ce qui est, nous projetons ce que nous connaissons sur tout ce que nous voyons. Et c'est un obstacle à notre créativité. Voilà un dessin typique réalisé par une fillette de 4 ans et demi. Elle n'a pas dessiné ce qu'elle voyait, mais un symbole de ce qu'elle connaissait, un cheval en l'occurrence. Regardez maintenant ce dessin d'une autre fillette du même âge. Elle n'est pas plus douée, mais elle est autiste. Nadia, la jeune autiste, a un accès privilégié aux informations brutes et non traitées qui existent dans notre esprit avant d'être conceptualisées et cataloguées. Pour Alan Snyder, l'apparente créativité des personnes autistes auxquelles ces filtres font défaut est une clé fondamentale.
Lors de ces expériences, il essaie de rendre des sujets non atteints aussi créatifs que certains autistes grâce à la stimulation magnétique. En simplifiant beaucoup, l'hémisphère gauche de notre cerveau sert à stocker les idées et les connaissances, tandis que l'hémisphère droit est dédié à la nouveauté et à l'inconnu. La stimulation va inhiber la communication neuronale dans l'hémisphère gauche, ce qui laissera davantage de champ à la partie créative. Nous n'améliorons pas les performances de zones du cerveau responsables de la création artistique ou de l'intuition, non. Nous déconnectons une partie du cerveau. C'est une idée radicalement nouvelle qui permet de mettre hors circuit les filtres de la perception et d'avoir une vision non déformée du monde. Après la stimulation, on demande une nouvelle fois au sujet de dessiner un cheval. L'expérience semble probante. Sommes-nous réellement enfermés dans nos connaissances acquises ? J'adore cette citation de William Blake. Si les portes de la perception étaient supprimées, toute chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie. Nous serions noyés sous les informations et nous ne comprendrions plus rien. Ces filtres nous sont donc indispensables, mais il y a un prix à payer. Chaque jour, nous sommes assaillis par une multitude d'impressions dont seul un petit nombre reste inscrit dans notre mémoire. L'homme est un être social. Il est déterminé par ses interactions avec ses congénères. Être intelligent, c'est communiquer intelligemment avec les autres. C'est également valable pour les souris dont on peut aisément étudier le comportement. À Zurich, les chercheurs testent la mémoire sociale des souris génétiquement modifiées. La souris est un modèle expérimental extrêmement précieux et très utile parce qu'elle est capable de former des mémoires, de se souvenir de choses et d'événements de façon assez semblable à l'être humain. Une souris est capable également de se souvenir d'une autre souris et de reconnaître son odeur, ses caractéristiques, exactement comme un homme ou une femme va reconnaître ses enfants ou ses membres de la famille. Les souris sont curieuses. Elles vont de préférence vers des congénères qu'elles ne connaissent pas encore. Un comportement qui peut servir à tester leur mémoire. La souris que nous voulons tester peut se déplacer librement. Les deux autres sont dans des récipients ronds et transparents où elles ne peuvent pas beaucoup bouger. Donc la première souris peut choisir avec laquelle des deux autres elle veut passer du temps. C'est un test de reconnaissance sociale, basé sur le principe que la souris se souvient des animaux qu'elle connaît déjà. Plus sa mémoire est solide, plus elle passera de temps avec la souris qu'elle ne connaît pas. Le test montre que les souris génétiquement modifiées se souviennent de leurs congénères 3 fois plus longtemps. Cela leur donne-t-il des avantages ? Au cours des 3 dernières décennies, il est devenu évident que les facteurs émotionnels étaient importants pour bien vivre dans notre société ou pour réussir. Dans la vie professionnelle, par exemple. Ce qui compte, ce ne sont pas seulement les capacités intellectuelles, mais aussi quelque chose qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Quand utilisons-nous cette intelligence émotionnelle ? La capacité à reconnaître les émotions et à les identifier chez soi et chez autrui est une condition essentielle à la vie collective. Pour pouvoir communiquer efficacement avec les autres, nous devons être capables de comprendre leurs ressentis et de montrer le nôtre. La maîtrise de nos émotions est une autre composante de cette forme d'intelligence. Si nous sommes capables de reconnaître en nous la colère, la rage et le désespoir, et de les maîtriser, nous sommes moins dépendants de nos humeurs.
À l'université de Berlin, on montre à des étudiants des visages dont ils doivent identifier les émotions. Notre intelligence émotionnelle peut-elle être améliorée artificiellement? Les scientifiques cherchent une substance qui augmente notre empathie. Ils testent ici les effets d'une hormone, l'ocytocine. L'ocytocine est une protéine produite dans le cerveau. On la surnomme parfois l'hormone de l'amour ou l'hormone du plaisir. En expérimentation animale, l'ocytocine renforce les liens avec un partenaire et la confiance qu'on éprouve à son égard. On a maintenant de nombreux éléments qui indiquent que l'ocytocine peut effectivement moduler notre état émotionnel. Les étudiants portent un appareil de mesure qui capte leurs moindres émotions, car celle-ci modifie la résistance électrique de la peau. Marie ignore si on lui a administré de l'ocytocine ou un placebo. En visionnant de petits films, elle exprime automatiquement des émotions qui sont enregistrées par l'ordinateur. Les chercheurs espèrent que l'ocytocine les aidera à mettre au point un médicament destiné aux autistes qui ont du mal à identifier les émotions chez les autres. Un spray nasal qui renforce notre capacité d'empathie pourrait bien lui aussi intéresser un public désireux d'optimiser sa compétence sociale. Un nombre croissant de médicaments mis sur le marché pour traiter diverses maladies peuvent être utilisés comme neurostimulants. Mais les médicaments ne sont pas le seul moyen d'optimiser nos performances intellectuelles. De nombreuses civilisations connaissent depuis des millénaires des techniques efficaces pour maintenir l'esprit en forme. Pendant la méditation, on se concentre sur un objet et on essaie de maintenir son attention. Tous ceux qui essaient de méditer pour la première fois, par exemple en se concentrant sur leur souffle, vont constater qu'ils y arrivent pendant un certain temps. Mais au bout de quelques secondes, après quelque chose comme 5 ou 10 respirations, leur esprit repart à la dérive. Des pensées viennent les distraire de l'objet sur lequel ils se concentraient. Le fait de s'apercevoir de sa distraction et de se reconcentrer est une expérience qui revient régulièrement au cours d'une séance de méditation. Cela fait travailler des zones du cerveau qui sont plus actives pendant la pleine conscience. Depuis de nombreuses années, Ulrich Ott étudie les phénomènes cérébraux liés à la méditation et les effets d'une pratique régulière sur le fonctionnement du cerveau. L'expérience de la méditation peut-elle être mesurée par les méthodes des neurosciences? À l'université de Gießen, Ulrich Ott et ses étudiants vont utiliser les techniques d'imagerie par résonance magnétique pour observer le cerveau des méditants. Les volontaires ne pratiquent la méditation que depuis 3 mois. Aujourd'hui, l'IRM va permettre de visualiser leur circonvolution cérébrale. L'appareil est si puissant que les caméras ne peuvent y pénétrer, car leurs composants électroniques n'y résisteraient pas. En revanche, les humains n'ont rien à craindre. On dispose aujourd'hui d'une quantité d'études qui comparent le cerveau de personnes ayant pratiqué la méditation avec celui de personnes n'ayant pas cette expérience. L'hypothèse, c'est que, comme n'importe quel autre type d'exercice, l'entraînement régulier d'une fonction donnée laisse des traces dans le cerveau. Dans le domaine de la musique, chez quelqu'un qui joue d'un instrument toute la journée et qui répète sans cesse les gestes du piano ou du violon, on peut observer les aires cérébrales responsables des perceptions sensorielles, mais aussi les programmes moteurs correspondant à la motricité des doigts. Ces zones se développent réellement avec l'entraînement, parce que les musiciens doivent exécuter des mouvements beaucoup plus différenciés que le commun des mortels. Ces dernières années, les chercheurs en neurosciences se sont intéressés aux moines bouddhistes.
La pratique quotidienne de la méditation modifie-t-elle certaines zones de leur cerveau? Le but de la méditation est de renforcer la concentration. Quand vous commencez à méditer et que vous vous concentrez, il y a une certaine tension. Mais si vous continuez encore un peu, la tension disparaît et il ne reste plus que la concentration. L'appareil découpe des tranches de cerveau pour produire une image en 3 dimensions. Les études réalisées par IRM ont permis de découvrir que le cerveau se modifie en permanence. Chaque expérience, chaque conversation influe sur la chimie du cerveau. De nouvelles connexions ou synapses s'établissent entre les neurones. Elles constituent une partie de ce qu'on appelle la substance grise. Ça a été très bien montré avec l'exemple du jonglage. Si vous voulez apprendre à jongler, au début vous aurez du mal, mais au bout d'un certain temps, vous réussirez à coordonner le mouvement des balles, des yeux et des mains. Toute cette coordination motrice en 3 dimensions sollicite beaucoup votre cerveau, qui réagit par un épaississement de la substance grise dans les zones correspondantes, parce que de nouvelles liaisons, de nouvelles synapses s'établissent entre les neurones existants, c'est-à-dire que les ramifications deviennent plus différenciées. Ulrich Ott et ses étudiants pensent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une longue expérience de la méditation pour que les modifications du cerveau soient visibles. Une étude américaine a constaté un épaississement de la substance grise au bout de seulement 8 semaines d'entraînement intensif. La neurochimie du cerveau est très complexe. Or, certaines études montrent que la méditation augmente la sécrétion de certaines substances, comme la dopamine par exemple. Et je suppose qu'il est possible d'obtenir de manière naturelle, en utilisant certaines techniques de méditation, une bonne partie des effets que l'on obtient habituellement par des traitements médicamenteux. Il est possible d'entraîner le cerveau comme un muscle. Pour mémoriser l'ordre d'un jeu de cartes, Johannes Malo, le champion de mémoire, utilise une technique intelligente, la méthode des lieux. Elle était déjà connue sous l'Antiquité romaine. Cette méthode des lieux ou art de mémoire fonctionne de la manière suivante. On se fixe des points précis dans son salon. On commence à faire le tour de la pièce. Il y a d'abord le canapé, puis la télé, ensuite vient la commode et enfin la table. Ça fait 4 points, mais on pourrait continuer. Et là, on va s'imaginer qu'on accroche à ces 4 points les choses que l'on veut mémoriser. Prenons une liste de courses qui comprend du lait, du poisson, des pommes et du persil. Pour la mémoriser, nous allons relier chacun de ces éléments à des objets qui se trouvent chez nous. Nous commençons par faire couler le lait sur la porte. Plus l'image est loufoque, mieux elle s'imprime dans notre esprit. Le poisson traverse le tableau accroché au mur. Au supermarché, nous nous en souviendrons certainement. Point suivant, les pommes. Nous les empilons dans la bibliothèque. Enfin, nous regardons le persil pousser sur le fauteuil. Cet exemple n'a que 4 étapes. Les itinéraires que s'imagine Johannes peuvent en comprendre jusqu'à 2000.
Le cerveau fait tout le temps des associations. Tout le monde connaît ça. Nous sentons une odeur et tout à coup nous nous souvenons d'une histoire qui est arrivée il y a 10 ans. Ou bien dans un parc, nous passons devant un banc, nous nous rappelons une rencontre que nous y avons faite, ou une personne qui dormait dessus. Le souvenir remonte immédiatement, simplement parce que ce banc a provoqué un déclic. Le cerveau l'associe à ce que nous avons vu, à ce que faisait la personne. Et la méthode fonctionne comme ça. On associe les choses à des images et on les accroche à des endroits qu'on connaît. C'est évidemment positif d'avoir une meilleure mémoire, d'être capable de se souvenir des informations bien mieux et beaucoup plus longtemps. Cependant, ça peut avoir un effet, un côté négatif si les informations qui sont stockées sont traumatiques. L'équipe d'Isabelle Mansuy étudie les limites des super-cerveaux. Où commencent les effets indésirables ? Une souris transgénique est placée dans une boîte où elle va faire une expérience désagréable. Le test associe un endroit donné à une sensation de peur. Johannes Boacek, l'expérimentateur, envoie une légère décharge électrique dans les pattes de la souris. Donc ensuite, quand l'animal est replacé dans la même boîte, l'animal va exprimer une forme de peur. Quelques jours après les avoir soumises à ce choc électrique, les chercheurs comparent le comportement de deux souris en les replaçant dans la même boîte. Celle dont la mémoire a été génétiquement améliorée reste passive et intimidée. Sur le moniteur, Johannes Boacek observe les mouvements des deux souris. Celle de droite semble avoir déjà oublié le choc électrique et se déplace normalement. Celle de gauche, dotée d'une super mémoire, reste paralysée par la peur. Une souris avec un super cerveau ne pourra pas éteindre cette mémoire et va conserver un souvenir de ce choc électrique pendant quasiment toute la durée de sa vie. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour rendre notre cerveau plus performant ? Les souris nous montrent quels risques cela comporte. Des scientifiques cherchent à savoir si un excès de connaissances peut aussi nous freiner. Où sont les limites de l'optimisation ? Est-il vraiment souhaitable de devenir de plus en plus intelligent, de plus en plus parfait ? L'un des obstacles à notre créativité est que nous sommes aveuglés par notre expertise. Nous sommes tous très bons dans les choses que nous avons l'habitude de faire, dans notre usage de la langue par exemple, et cela nous rend aveugles à la nouveauté. Alan Snyder et son étudiant en thèse, Richard Chi, proposent une nouvelle expérience pour nous ouvrir les yeux et nous faire découvrir des solutions créatives auxquelles nous sommes devenus aveugles. Simone est étudiante. Il lui demande de rectifier des équations mathématiques en chiffres romains. Elle n'a le droit de bouger qu'une allumette à la fois. « 30 fois de suite, Simone corrige différentes équations. Elle est de plus en plus rapide. Mais la méthode de résolution est toujours la même. Simone devient experte dans la résolution d'un problème précis. On connaît de nombreux exemples où l'expertise rend aveugle. Chez les joueurs d'échecs, par exemple, les débutants comme les grands maîtres voient souvent des mouvements de pièces qui échappent aux joueurs expérimentés. Cela s'appelle l'effet d'Einstellung. Certaines solutions échappent à la plupart des connaisseurs, mais sont évidentes pour les novices et les champions. Simone doit à présent résoudre un nouveau problème. Il s'agit toujours de corriger une équation. Mais cette fois-ci, elle n'y arrive pas.
Pourquoi? Puisque le problème n'est pas plus difficile que les précédents. Nous avons transformé Simone en experte. Son expertise portait sur l'art de transformer le 10 romain en 5 et inversement en déplaçant une seule allumette. Mais quand il a fallu transformer un signe plus en signe égal, elle est restée coincée. Pour pouvoir s'ouvrir à de nouveaux raisonnements, l'experte doit maintenant oublier les connaissances qu'elle vient d'acquérir. À l'aide d'un faible courant électrique, Alan Snyder inhibe l'hémisphère gauche du cerveau de la jeune femme et stimule son hémisphère droit créatif. Nous avons réalisé l'expérience des allumettes sur 60 personnes et les sujets traités par stimulation transcrânienne directe ont été 3 fois plus nombreux à résoudre le problème difficile que ceux du groupe contrôle. Ça nous a donné l'idée qu'un jour, on pourrait peut-être utiliser une sorte de casquette pour stimuler la pensée, ou plutôt la créativité. Elle permettrait de poser un regard neuf sur le monde. Après tout, avec Google, on a déjà toutes les informations dont on a besoin, pas vrai? Ce qu'il nous faut, c'est un moyen de prendre diverses informations et de les combiner autrement, de relier tous les points entre eux d'une manière qui ne reproduise pas les schémas habituels, mais soit totalement inédite. Notre tête est-elle prête pour l'avenir? Dans notre société de performance, la vision d'un apprentissage sans effort peut faire rêver et rendre les psychostimulants attrayants aux yeux de beaucoup de nos contemporains. Mais au fait, pourquoi ne pourrait-on pas prendre des pilules qui rendent plus intelligents? S'il existait une substance qui pouvait, par exemple, améliorer ma mémoire lexicale et me permettre d'apprendre facilement une langue comme le chinois, je me poserais sérieusement la question. Et je crois bien que j'en prendrais. Mais qui dit médicament, dit forcément effet secondaire. Dans le cas des psychostimulants, il s'agit notamment d'angoisse, d'état dépressif et d'insomnie. Nous avons de bonnes raisons de dire que la prise de psychostimulants par des sujets sains n'a pas grand intérêt. Les effets sont généralement très limités. Les antidépresseurs ne sont pas plus efficaces qu'un placebo sucré. Les stimulants, comme l'amphétamine ou la ritaline, posent de gros problèmes d'effets secondaires et comportent des risques de dépendance. Et on dispose d'autres solutions. Des études ont montré que le café avait des effets comparables à ceux de la ritaline ou autres. Alors je préconise ce type de solution qui est incontestablement plus sûre et plus saine. Aujourd'hui, nous savons que l'effet des substances psychoactives se produit parce que nous avons dans notre cerveau les synapses correspondantes sur lesquelles elles vont agir. Cela signifie qu'il existe des substances naturellement présentes dans le cerveau, cet immense laboratoire de chimie, qui sont très efficaces et dont la sécrétion répond à des stimuli naturels. Alors je suis très sceptique vis-à-vis de l'idée de prendre une pilule pour améliorer telle ou telle fonction. Nous pouvons obtenir le même résultat par des moyens naturels, en nous entraînant à cette fonction. Les effets sont beaucoup plus durables et il n'y a pas de dépendance. Pour l'instant, nos recherches sont encore au stade de la découverte. Il ne s'agit pas de pousser les gens à se faire passer du courant électrique dans la tête. Non, ce n'est pas une bonne idée. Pour l'instant, nous cherchons à démontrer que c'est faisable. Un peu comme si en 1880, quelqu'un était arrivé à Sydney en disant que grâce à un objet appelé radio, il pouvait vous faire entendre quelqu'un qui était en train de chanter à Londres.
Alors vous demandez à entendre, le résultat est franchement mauvais, plein de craquements affreux, vous êtes horrifié. Mais ce qui compte, c'est qu'on ait démontré que c'était possible. Vous êtes en Australie et vous avez pu entendre un signal émis à Londres. Le son est peut-être épouvantable, mais grand Dieu, quel potentiel! Peut-être qu'un jour, ça sera vraiment au point et on pourra entendre un signal parfait qui aura fait le tour du monde. Pour nos techniques de stimulation transcrânienne, c'est la même chose. Le signal n'est pas encore parfaitement clair, mais nous avons des indices qui nous montrent que ça peut marcher. C'est phénoménal. Les psychostimulants n'offrent encore que des possibilités limitées. Alors pourquoi en parle-t-on tellement? S'agit-il d'une rumeur créée artificiellement par l'industrie pharmaceutique pour créer un nouveau débouché? Penser qu'un jour on pourra développer une drogue ou un médicament qui nous rendra très intelligents est un faux concept. On peut avoir des médicaments qui permettent d'améliorer l'attention, d'améliorer la concentration, afin de favoriser l'apprentissage et la formation de mémoire, mais en aucun cas on pourra rendre les gens plus intelligents. La notion d'augmentation cognitive n'est pas réaliste. Notre message est très simple. Dans notre société, on a tendance à considérer le sommeil comme une perte de temps. Je pense qu'il faut que les gens comprennent à quel point le sommeil est important, y compris pour la formation de leur conscience et de leur mémoire.